Heureuse de vous retrouver dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Place au titre. Nous parlerons dans ce journal de ces 4000 femmes qui ont manifesté sur Grand Bassam en 1949 à la conquête de la liberté. Et puis, des pluies diluviennes ont fait plus de 1000 morts au Pakistan et fait des dizaines de sans-abri. Et une fois de plus, soyez les bienvenus. Bien souvent, l'histoire nous relate les récits des grands rois, empereurs et autres vaillants dirigeants militaires. Pourtant, tous les autres faits de l'époque humaine ne peuvent être attribués à ces seuls messieurs. 1949, au nombre de 4000, des femmes venues de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire se sont levées comme un seul homme à la conquête de la liberté de leur époux, père et frère. C'est l'escale 225 du jour. Suivez ce reportage. Impossible d'aller à Grand Bassam sans voir cette statue au rond-point de la ville balnéaire. Le monument à la marche des femmes immortalise le courage de ses épouses, mères, sœurs, en 1949, qui s'insurgeaient contre l'arrestation arbitraire de leur époux, fils et frères par les colons français. Bien plus, elles demandaient leur libération. Cette histoire sur la marche des femmes est illustrée par des clichés à la salle polyvalente du musée des costumes de Grand Bassam. Le directeur du musée nous explique l'intérêt de cette exposition. Le musée est au service de la société et de son développement. Et ces femmes qui ont véritablement marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire ne peuvent pas passer inaperçues. Et donc, quand il m'a été demandé de réserver une place au musée et à ces femmes, je n'ai pas du tout hésité. Il nous accompagne dans la salle où trônent les photos des braves femmes de 1949. Monsieur Siakuson va vous présenter, va vous donner l'histoire typiques qui ont caractérisé cet événement. Nous sommes frappés par la disposition particulière des photographies et aussi par l'impact de l'énergie que chacune d'elles transmet. Qui sont ces femmes qui ont tenu tête aux colons? La Côte d'Ivoire n'était pas encore indépendante. Alors, d'où ont-elles puisé toute cette force? Nous sommes en fin 1948. Et au sein du PDCI, qui est le parti le plus fort de l'époque, il y a quelques petites distensions internes. L'un des sénateurs du PDCI, Étienne Dioma, quitte le parti et crée un nouveau parti qui est le Bloc démocratique et burkinabé. Il décide d'organiser un meeting d'explication non loin du cinéma ABC à Trècheville, non loin du siège du PDCI. Son meeting, plusieurs fois reporté, finalement est transformé en pugilat. La police coloniale, justement, qui était dans la zone et qui n'attendait que cette occasion, en pouvait mettre le grappin sur les principaux militants du PDCI, notamment les plus jeunes, les plus actifs et les plus dynamiques. 8, ils sont embarqués dans un corbia réservé aux Blancs, et puis on les envoie à la prison coloniale de Grand Bassam. 10 mois plus tard, la date du procès n'était pas encore fixée alors que les détenus vivent dans des conditions précaires. Les 13 femmes des 8 prisonniers décident d'écrire un courrier au gouverneur Laurent Péchou. Et le courrier, le voici. Voici plus de 10 jours que nos maris ont été contraints, après toutes les fins, de non recevoir, opposés à leur demande de mise en liberté provisoire, à faire la grève de la faim. Aucune décision n'est encore intervenue et aux dernières nouvelles, nous apprenons que 3 d'entre eux sont déjà dans un état d'extrême faiblesse. Voici donc que les 13 femmes doivent venir le 19 soir à Grand Bassam. Leur sœur leur dit, non, vous n'irez pas à 13. Influencer un blanc qui a mis les gens en prison. Attendez donc qu'on se prépare et qu'on vous accompagne allègrement. Ces prisonniers, ce sont Camara Lama d'abord, Albert Kofi Parezo, Séri Coré, Dacosta Vieira, Ekra Mathieu, Jean-Baptiste Moquet, Bernard Blindadier, et puis finalement Williams Aka Jacob, celui qui a laissé son nom à Williamsville. Le 20 décembre 1949, une première manifestation est organisée dans le calme, mais sans résultat.
près de 500 femmes quittent Treichville, quittent Adjamé, quittent Abobo, rencontrent les autres femmes de Port-Boué et viennent voir le procureur. Elles arrivent autour de 16 h, le procureur il refuse de les recevoir, elles sont donc obligées de repartir, pas à Abidjan, mais elles dorment à l'Impérial à Grand-Bassam. Le 22 décembre 1949, plusieurs délégations de femmes manifestent devant le palais du procureur. Elles reviennent, mais cette fois-ci accompagnées de leurs sœurs. Elles ne sont plus 500, elles sont plus de 1000. Le procureur, il prend peur, il demande à la police de les chasser. La police les chasse. Alors quand elles se retrouvent chez le chef Koufi Damo, au quartier phare, elles prennent la décision que le lendemain, elles n'iront plus voir le procureur, elles iront directement à la prison, libérer les hommes. Les colons décident d'étouffer la marche en interdisant aux propriétaires des véhicules qui les transportaient d'y mettre un terme. Elles décident alors de faire le reste du chemin à pied. Marie Corée, l'une des initiatrices de la manifestation, appelle les femmes à résister. Mes sœurs Bété, Baoulé, Dioula, Gouro et partout, n'ayez pas peur. Ce n'est pas parce qu'on nous envoie un jet d'eau avec du sable que nous devons nous décourager, car une personne qui veut aller au secours de son époux, de son frère, de son fils, ne doit pas reculer devant si peu de choses. Le 24 décembre 1949, dès l'aube et face aux multiples refus du procureur blanc de recevoir leur délégation, une stratégie digne d'une organisation militaire va voir le jour. Le 23 décembre, quand elles prennent la décision de marcher sur la prison coloniale, l'une d'entre elles qui s'appelle Magali Sakoun, elle leur explique que déjà la nuit, il y a un dispositif militaire sur le pont. Donc, ce n'est pas évident de... Quelques problèmes techniques, toutes nos excuses, mais retenons à travers ce reportage que des femmes ont écrit une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Alors du sport, dans ce journal, les éléphants basketteurs sont sortis victorieux face à l'Ouganda sur le score de 91 à 80 le samedi 27 août 2022 au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. Ce match compte pour les phases éliminatoires du Mondial 2023 de basketball zone Afrique. Pascal Koné, Odalegwe. Les éléphants basketteurs sont dans leur antre et face aux Ougandais, ils entament avec sérénité le premier carton qu'ils remportent, 27 à 19. Le sursaut d'orgueil arrive du côté des Ougandais qui inversent alors les tendances, 50 à 46 pour eux à la pause. Cette équipe ougandaise dicte encore sa loi dans le troisième carton, mais c'est la Côte d'Ivoire qui l'emporte sur le fil, 64 à 63. Galvanisés par le public, les protégés de Naxo Lescano réorganisent leur défense. Ils creusent l'écart avant de prendre les rênes de la rencontre. Score final 91 à 80 pour la Côte d'Ivoire. On n'avait pas envie de perdre. Je pense qu'on a que des compétiteurs dans l'équipe. Donc du coup, voilà, se faire dominer par les Ougandais, on n'a pas voulu accepter ça, sachant qu'on a tout donné hier contre le Nigeria, qui est beaucoup plus fort. Et on ne voulait pas mettre notre travail à l'eau. Donc voilà, on s'est bien battu. C'était un match qu'il ne fallait pas sous-estimer. C'était un match coup près pour l'Ouganda. S'ils perdaient, ils étaient éliminés. À la première mi-temps, ils nous ont surpris par leur motivation, je pense. En défense, on n'était pas forcément prêts. Mais 30 points en deuxième mi-temps, c'est une très bonne défense en deuxième. Et en finale, on finit en plus 11. Donc c'est ce qu'on voulait. Les éléphants basketteurs affichent un bilan satisfaisant avec 2 victoires successives. Nous poursuivons pour dire que le génie de Tiendekro, ce jeune du village de Tiendroko, qui s'est permis de créer une voiture lui-même, sera bientôt pensionnaire de l'INPHB de Yamoussoukro. Yamoussoukro, région du Bélier. Nous sommes au sein de la prestigieuse école INPHB, Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Le directeur général mobilise son équipe managériale, non pas pour des travaux techniques, mais pour effectuer une visite à une personne assez spéciale. L'objectif, c'est bien de donner une suite finalement à ce que nous avons visualisé, un reportage très intéressant et puis impressionnant sur des innovations portées par un jeune. Cette visite est consécutive à la diffusion du portrait de Marcelin, un jeune inventeur de Ntsédiekro au journal télévisé de RTI2 le 4 août dernier.
Direction donc Tiendiekro, situé à environ 115 km de Yamoussoukro. À l'arrivée, l'accueil est de taille. Tout le village de Tiendiekro est en joie. Marcelin, l'enfant prodige, est à l'honneur. Entre chants et danses, les populations saluent la visite du directeur général de l'INPHB. Cap est alors mis chez le chef du village. La délégation, conduite par le directeur de l'INPHB et le maire de Tiendiekro, se dirige au domicile, que dis-je, au siège de Masse Invention. Monsieur le directeur, c'est la radio Tiendiekro. Voici l'antenne. C'est du bambou, j'ai coupé en brousse et puis j'ai monté les matériels dessus pour pouvoir les monter dans le village. Les visiteurs sont émerveillés. En exclusivité, Marcelin présente à l'Assemblée sa dernière trouvaille. Voilà, ça c'est ma dernière invention. J'ai pris des pots, j'ai mis des cuivres, et puis je mets de l'eau, ça donne de l'énergie électrique. Mais ça ne peut pas trop durer, donc je suis en train de faire des recherches encore pour pouvoir stabiliser. Le directeur général est sous le charme. Je suis très impressionné par ce qu'on a vu, qui est à la frontière de beaucoup de disciplines. Séduit par toutes ces merveilles, il annonce la bonne nouvelle aux habitants de Tiendiekro. Il va intégrer l'incubateur et puis travailler avec Sissoko pour son accompagnement technique. Est-ce que vous êtes d'accord? Marcelin, nouveau pensionnaire de l'INPHB de Yamoussoukro. L'émotion est grande. Autorités du village, parents et amis se disent heureux de cette information. C'est un plaisir pour moi de savoir que mon fils intègre cette grande école de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. Je suis très comblé, vraiment, que tout ce que les gens ont décidé, qu'ils puissent mettre en pratique. C'est mon petit génie. Vraiment, il ne savait même pas qu'il allait faire cela. Mais grâce à Dieu, il a pu faire cela. Que le ciel vous accompagne et accompagne notre fils. Après la bonne nouvelle, tous se sont donné rendez-vous le lendemain. 6 heures du matin, c'est l'heure du départ pour Yamoussoukro. S'ensuivent les bénédictions de la famille pour un voyage paisible. 3 heures plus tard, Marcelin Kouakou, accompagné de quelques autorités de Tiendiekro, foule le sol de l'INPHB. Et c'est le directeur général en personne qui les accueille. Place à présent à la visite guidée. Première étape, la salle à Kounalab. Cette salle va permettre à Marcelin d'approfondir ses connaissances. Une deuxième salle, la salle de génie mécanique. Pour venir ici, il faut avoir une grosse commande. Sinon, pour les petites commandes, donc on a un atelier. Une troisième salle, l'usine école de production. Marcelin semble s'y intéresser. Le village de Tiendiekro est producteur de manioc. Est-ce qu'il y a des produits qu'on doit mélanger avec du manioc avant de l'atteindre? Non. On ne mélange pas. La tournée s'achève après 2 heures de visite. Marcelin se dit motivé pour la suite. J'ai dit merci au DG. Parce que tout ce que j'ai vu ici, ça me donne plus d'idées encore de pouvoir créer des autres trucs encore. Le directeur général, quant à lui, se dit confiant pour l'avenir du pays. Ce qu'on recherche finalement, c'est le génie chez chacun des individus, de chacun des Ivoiriens. Et donc, toutes les personnes qui ont du talent, qui ont du génie, sont vraiment les bienvenus au sein de l'incubateur. Pour l'heure, Marcelin Kouakou retourne à Tiendiekro pour préparer sa rentrée, prévue le 20 septembre prochain au sein de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny. Bon vent, Marcelin de Tiendiekro. Alors, au nord du continent africain, des combats entre milices ont éclaté dans la capitale libyenne. Le dernier bilan fait état d'au moins 23 morts et 140 blessés. Les affrontements ont eu lieu dans plusieurs quartiers de Tripoli où des rafales de tirs et des bombardements ont retenti toute la nuit. Ils se poursuivaient ce samedi soir, gagnant de nouveaux quartiers. Terminons ce journal en Asie du Sud. Des inondations provoquées par les pluies de mousson débutées en juin ont franchi la barre des 1000 morts au Pakistan, selon le dernier bilan publié dimanche par l'Autorité nationale de gestion des catastrophes. La mousson, qui dure habituellement de juin à septembre, est essentielle pour l'irrigation des plantations et pour reconstituer les ressources en eau du sous-continent indien. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drames et de destruction. Et voilà, c'est la fin de ce journal. J'ai pris plaisir de l'avoir présenté. Bon après-midi sur RTI2.